Alors bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Le mouvement 1291.1 et le lobby des citoyens sont heureux de vous accueillir à la Maison du Four pour la 4e conférence du cycle baptisé « Mais où est donc passée ma Suisse ?» Avant de vous présenter notre conférencier de ce soir, M. Uli Windisch, dont le titre de la conférence est « La Suisse trahie par les siens », je laisserai la parole à Marc Studer, président de la Fondation Maison du Four et président du lobby des citoyens, qui a initié pour notre mouvement ce cycle de conférences pour nous sensibiliser sur l'état alarmant de la Suisse aujourd'hui et sur la menace qui pèse sur les citoyens. Marc, je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Merci Annick. Je voulais juste revenir pour ceux qui sont dans ce cycle pour la première fois ici à Genève, mais dans le cycle, on a initié cette idée de dire, de faire un fil rouge des 30 dernières années, tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on nous a subtilisé quelque part derrière. Et la première conférence qu'on a fait était passée sur le retour sur 30 ans de démantèlement de la Suisse. Et après, j'ai demandé à des intervenants qui sont engagés dans différents domaines pour venir à certaines étapes de ce fil rouge, présenter leur vue, en sachant qu'ils n'ont pas les vues du lobby des citoyens, ils n'ont pas les vues de 1291.1, c'est leur vue qu'ils présentent ce soir. Alors la deuxième conférence qu'on a eue, c'était avec Arnaud Dautezac, la Case du citoyen. La troisième conférence qu'on a eue, c'était sur la neutralité intégrale, retour à la neutralité intégrale. Est-ce que le partenariat pour la paix, l'OTAN, sont compatibles avec la neutralité, avec Anne-Elisabeth Fournier. Et je profite de saluer ces deux personnes qui sont avec nous, peut-être se lever, Anne-Elisabeth et Arnaud. Ce soir, Uli Windisch est notre 4e intervenant pour nous parler de son livre « La Suisse trahie par les siens », point d'interrogation. Et la prochaine conférence va parler de l'idéologie et du patrimoine. Est-ce que c'est incompatible ? Et on va prendre l'exemple du général Dufour et de sa maison, puisqu'elle est un petit peu sous attaque actuellement. Et ça sera l'occasion un peu de connaître, en fait, le général Dufour. Et puis, nous aurons... j'en ai oublié un, entre deux. Ouais, j'ai mis deux. Non, c'est comment il appelle Willy Crétini, qui s'engage pour un protectionnisme avec une agriculture qui est proche de chez soi, avec du bon produit et qui ne consomme pas trop de carbone non plus, et qui impose aussi, on a vu qu'on a toujours voulu essayer de nous faire gober que c'était trop cher. On a fait ça avec l'énergie verte il n'y a pas si longtemps, ou l'énergie bleue plutôt, où on nous a proposé, parce que l'Allemagne faisait du dumping en nous donnant presque de l'électricité gratuite, enfin presque, et nous offrait à certains moments de l'électricité gratuite, de se dire, bah, tiens, pourquoi on ne se débarrasserait pas de nos barrages ? Et on voit avec la crise en Ukraine que les dérives qu'on a fait depuis quelques années vont se faire payer très cher. Et puis, le 22, on aura sciences et biotechnologie au service du contrôle total de l'humanité avec Astrid Stuckelberger qui sera là, et on fera peut-être un débat le 29 sur la dépossession un petit peu des gens avec les différents conférenciers. Voilà, je passe tout de suite la parole à Annick qui nous présente notre conférencier. Alors, merci Marc. Alors, Monsieur Uli Windisch est professeur honoraire de sociologie, communication et médias de l'Université de Genève. Il a publié une vingtaine de livres sur le système politique de la démocratie suisse, l'immigration, la xénophobie, le racisme, le populisme, le langage ordinaire,
l'argumentation, la polémique, la politique, le chaos verbal, les symboles nationaux, dont un ouvrage richement illustré sur Guillaume Tell au quotidien. Après avoir quitté l'université, il a créé en 2012 le journal électronique lesobservateurs.ch, en libre accès, qui vise à lutter contre le politiquement correct dans les médias et en politique, contre cette information constamment retravaillée idéologiquement. Le site connaît un succès important et a conquis une audience internationale. Au cours de sa conférence, M. Uli Windisch montrera, sur la base d'exemples et problèmes publics brûlants et actuels très concrets, à quel point la Suisse est trahie sur certains de ses fondements les plus essentiels par les autorités, les médias notamment, et cela à cause d'une soumission de plus en plus marquée à la bien-pensance, au politiquement correct et aux diverses formes d'un progressisme déconstructeur. Ainsi, c'est le système politique lui-même et donc la démocratie directe dans ses différentes composantes qui sont dénaturées et amputées de manière inadmissible et parfois scandaleuse. Pouvait-on imaginer qu'en démocratie directe, on en arrive au stade où certaines initiatives populaires pourtant acceptées par le peuple ne soient tout simplement pas appliquées et qu'il a été nécessaire de développer une nouvelle initiative dite de mise en œuvre afin d'obliger les autorités de respecter la décision du peuple. Les amputations, voire la trahison, touchent aussi bien d'autres dimensions de notre démocratie, tant convoitées par ailleurs, comme par exemple la neutralité, l'indépendance, le fédéralisme, le pragmatisme et d'autres domaines constitutifs de notre système politique. Autre nouveauté, la propagande massive des autorités et des médias pour orienter, voire empêcher le libre choix du peuple lors de certaines votations. M. Windisch voudrait aussi convier le public à proposer certaines mesures afin d'empêcher et de contrer une telle dénaturation de notre système politique si original et pourtant tellement envié à l'international. Dernier livre paru de M. Windisch, La Suisse trahie par les siens, que nous avons ici à l'entrée, pour le réel, contre sa perversion par l'idéologie, aux éditions Les Observateurs, édition 2021, disponible sur le site aussi, l'observateur.ch, et puis sur place, comme je l'ai dit tout à l'heure. Monsieur Windisch, bonne conférence. Merci. Merci beaucoup de cette présentation. Vous en avez déjà dit beaucoup. Je vais voir si j'ai encore quelque chose à dire. Alors, j'aimerais faire la chose suivante avec vous ce soir. Merci d'être si nombreux, de votre intérêt. Et je vous dis tout de suite que ça me fait chaud au cœur, parce que je pensais qu'il n'y aurait que quelques rares personnes. Quand on travaille depuis 10 ans à ce site, lesobservateurs.ch, on entend surtout des critiques, des sabotages de toutes sortes qui coûtent très cher. Il faut avoir une boîte informatique qui en permanence veille. Vous n'avez pas idée ce que c'est. Pourtant, Dieu sait si on n'est pas quand même des extrémistes. Eh bien, le simple fait d'être un petit peu différent par rapport au mainstream vous vaut les pires ennuis des procès. J'en suis à 10 000 francs pour un seul procès en ce moment. Et en plus, c'est un avocat qui fait le procès. Il y a une technique aujourd'hui, vous savez, on trouve un argument, je trouve ça terrible. On trouve un argument sur un article et puis on dépose plainte et on dit, si vous voulez qu'on s'arrange, je demande tant de milliers de francs. C'est un exemple concret que je vous donne là, hein, c'est pas abstrait. Donc je vais probablement devoir faire prochainement un appel spécial, non pas aux dons seulement, mais à l'aide pour financer ces avocats, car sans avocats, eh bien, vous n'arrivez pas très loin. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est vous d'abord rappeler quelques
traits fondamentaux de ce qu'est réellement notre système politique de la démocratie directe. Parce que j'ai l'impression qu'on en a une vision très partielle, très étriquée, alors que c'est un système formidable. Donc je vais dresser un petit modèle idéal et ensuite montrer à quel point, comme cela a été dit par la présentatrice, à quel point, sur des éléments fondamentaux, on a vraiment trahi le modèle. On ne peut pas parler autrement, et ça devient de plus en plus fréquent. Alors, une première chose qu'il faut dire, j'ai à de nombreuses reprises présenté le système politique suisse dans différents pays, souvent avec l'aide de certains ambassadeurs, et à une ou deux reprises, j'aime bien reprendre cette question qui avait été posée. Comment se fait-il qu'avec toutes ces diversités que connaît la Suisse, diversité économique, culturelle, ethnique, religieuse, politique, régionale, linguistique, vous ne vous entretuez pas? Alors, il s'agit donc d'essayer d'expliquer ça, de montrer pourquoi. Alors, une des premières choses les plus importantes, me semble-t-il, c'est que, justement, notre système politique n'est pas qu'une technique électorale. La démocratie directe, ce n'est pas qu'une technique électorale. Souvent, on ne le voit que sous cet aspect-là. Alors, j'aimerais montrer que notre système politique est un véritable mode de vie politique quotidien. C'est un état d'esprit, comme on dit en sociologie, un phénomène social total. Un anthropologue dirait une personnalité politique culturelle de base. Le modèle est foncièrement idéal, je dis bien, foncièrement délibératif. Ça veut dire que, toujours en principe, tout doit pouvoir être discuté par tous. Donc, cela me semble essentiel de montrer que le système politique de la démocratie directe est vraiment un état d'esprit quotidien qui est pratiqué en Suisse, même si tout le monde n'y participe pas. Ensuite, si vous voulez, ce modèle délibératif suppose, contrairement à des idéologies bétonnées, qu'il n'y a pas d'évidence d'un parti ou d'autre chose. Il n'y a pas d'évidence. Tout peut être discuté par tous, tout, et les moindres évidences peuvent être discutées, contestées. C'est la délibération constante et permanente. Et je montrerai que c'est cela qui nous a permis de résoudre un certain nombre de problèmes essentiels qui, ailleurs, créent des blocages, des tensions, des conflits, voire du terrorisme. Le fédéralisme, voyez-vous, le fédéralisme a un peu de pair avec la subsidiarité. Le fédéralisme, qu'est-ce que c'est au juste? Évidemment, dans le sens qu'on donne en Suisse. Vous savez qu'au niveau européen, le fédéralisme, c'est encore un pouvoir plus centralisé. Il faut bien réaliser ça. C'est ça qu'on veut nous imposer. Je suis très anti-Union européenne, mais très européen, comme l'était Denis de Rougemont. Et lui aussi voulait une Europe des nations et des patries, et non pas cette espèce de monstre technocratique, bureaucratique, technocratique, qui se dirige gentiment vers un modèle très autoritaire. Et il y a encore des Suisses qui veulent adhérer à l'Union européenne. Il faut quand même le faire. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. On va être gouverné par décret, par ukase. Regardez comment sont traités certains pays de l'Est, la Hongrie, la Pologne. Mais c'est une honte pour une Union européenne qui se dit démocratique, ainsi de suite. Donc, si vous voulez, le fédéralisme, ce qui est intéressant, c'est que je dirais que c'est une sorte de patriotisme multiple. Nous sommes des patriotes au niveau communal, ensuite cantonal, et au niveau fédéral ensuite. Et le fédéralisme, c'est aussi, mais vous voyez, c'est capital par rapport à des tentatives de noyer le pouvoir local, cantonal. Eh bien, quand on dit patriotisme multiple, vous connaissez la formule,
ça devrait être ainsi. Ce que la commune peut faire, le canton ne doit pas le faire. Ce que le canton peut faire, la confédération, n'est-ce pas, elle peut faire ce que les deux autres niveaux ne peuvent pas faire. Et ça devrait être tout. Bien sûr, il y a des coordinations, ça va de soi. Ensuite, alors, on arrive à l'indépendance, à la neutralité. Je vois que vous avez déjà traité le sujet. Mais vous voyez, je prendrai un seul exemple pour montrer à quel point c'est grave ce qui se fait en ce moment par rapport à l'Ukraine et la Russie. Nous avons des spécialistes dans la salle. Je dirais juste la chose suivante. Est-ce qu'on se rend compte ? Nous avons eu des sommets mondiaux déterminants pour l'avenir du monde. Gorbatchev-Reagan, et puis tout récemment quand même, Biden et Poutine. Et la Russie a dit récemment, enfin la Russie, disons que le gouvernement actuel a dit tout récemment que la Suisse était un pays hostile dorénavant. Mais c'est énorme, c'est incroyable, c'est inacceptable qu'on en arrive à ce stade. Nous avons un rôle spécifique à jouer, nous l'avons bien joué, on a pu compter, nous avons rendu des services énormes, connus, inconnus, discrets, etc. Et avec une situation pareille, la Suisse devient un pays hostile. Il faut réfléchir à ce que ça signifie, à ce que ça veut dire réellement. Alors, vous voyez, il y a encore cette fameuse... Il faut parfois procéder par comparaison. On dit de la Suisse que c'est l'unité dans la diversité. Vous voyez, une formule qui passe bien, qui est générale, on accepte, ça va très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire, l'unité dans la diversité? Eh bien, je me permets de prendre un exemple. J'ai été invité une fois dans un colloque français organisé par un ministre, et j'ai expliqué comment fonctionnait le système politique suisse. Et j'ai dit, l'unité dans la diversité, qu'est-ce que c'est? C'est joli, vous êtes tous d'accord là-dessus. Et je dis, mais vous savez, la diversité dans certains pays, on passe tout de suite aux régions, ne sont pas reconnues. Un État central a peur de sa dissolution. Un État central se sent toujours menacé par la diversité, alors que ma thèse était de dire, au contraire, un respect, si on permet aux diversités, aux minorités de s'épanouir, ça renforce l'unité. Alors là, c'était le branle-bas, n'est-ce pas? Tout le monde est monté sur l'estrade pour dire que c'était très intéressant ce que j'avais dit, mais qu'évidemment, ce n'était pas valable en France, ça allait de soi. Et dire que, par exemple, les entités régionales, les minorités régionales, si on leur permettait de s'exprimer dans leur langue et de leur donner une autonomie, même relative, ça renforcerait l'État central, alors qu'il est en permanence menacé. Les États centraux ultra-centralisés sont en danger de plus en plus. C'est bien connu avec la montée des profanes, par exemple. Eh bien, voyez-vous, je prends cet exemple parce qu'à la fin de mon exposé, je ne comprenais pas ce qui se passait. D'abord, tous se sont précipités, les uns après les autres, aussi bien les politiques que les chercheurs, qui disaient, voilà, ils avaient l'air effrayés d'entendre une chose pareille. Pour vous montrer que ce n'est pas une formule vide, l'unité dans la diversité. Et on pourrait prendre l'exemple du Jura, qui a obtenu son autonomie. Eh bien, moi, j'ai écrit un livre où je disais que les séparatistes étaient plus suisses que les Suisses. De nouveau, ça m'a valu une avalanche de critiques et un refus d'un crédit au Fonds national où, le responsable de ma discipline a dit, c'est un autre projet, j'avais obtenu même la recommandation de Piaget, avait dit ce projet est très bon, mais un type qui a écrit un livre sur le Jura où il dit que ce ne sont pas des terroristes à l'époque, mais des Suisses modèles, c'est inacceptable. Finalement, quelqu'un a compris et j'ai quand même eu le crédit, mais ça n'allait vraiment pas du tout de soi. Mais vous voyez, la résolution du Jura, c'est ça. L'unité dans la diversité, mais jusqu'à la diversité la plus extrême, puisqu'aujourd'hui encore, il y a des communes qui votent. Le canton a voté, les districts ont voté, les communes ont voté, etc. C'est long, mais on n'a pas eu de terrorisme. Quelques actes, bien sûr,
violents, mais incroyablement minimes par rapport à d'autres régions minoritaires. C'est ça l'unité dans la diversité, c'est ça l'état d'esprit politique du système politique suisse. Le Jura, pour moi, reste un très bon exemple. Pour illustrer cela, ces formules qui deviennent un petit peu vides. Alors, parmi les autres éléments fondamentaux, vous voyez, j'aimerais redonner vie à ces caractéristiques qu'on entend tout le temps et dont on n'explicite pas la nature réelle et surtout les potentialités formidables. Bien sûr, on se moque de nous à cause du consensus, parce qu'on fait des compromis. Alors, ce qu'on oublie, vous voyez, récemment, j'ai vu quelqu'un qui proposait qu'il fallait mettre fin aux consultations, qu'il fallait faire des panels de citoyens, des conférences de citoyens, où on prend une dizaine de personnes au hasard, coachées évidemment par des technocrates, pas par hasard socialistes, je suis désolé, mais c'est un prof qui se fait une réputation en disant que les panels citoyens sont la solution contre le populisme. Et il faut quand même le faire. Quand on a la démocratie directe ou semi-directe, dire qu'il faut des panels des citoyens, vous prenez 30 citoyens, c'est très bien, qui discutent. Évidemment, on les fait aboutir à une solution, vous devinez, qui correspond aux technocrates orientés idéologiquement. Voilà, le consensus, le pragmatisme. Vous savez que quand il y a avant d'arriver au stade d'une loi, d'une initiative, en Suisse, vous avez des processus de consultation où on consulte des centaines d'institutions, d'associations, pour finalement faire un bilan avant d'écrire une loi qui obtiendra un maximum de soutien. Ces procédures de consultation sont extrêmement importantes. Ça veut dire que tout le monde peut donner son avis, ou presque. Ça, c'est capital. Et alors, vous comprenez, quand on va commencer à nous imposer des solutions, vous imaginez bien que si certains au pouvoir pouvaient demain décréter que nous allons entrer dans l'Union européenne, ils le feraient tout de suite. Ça, c'est certain. Mais heureusement, ce système politique empêche des choses de ce type-là. Et c'est capital, il faut le comprendre. L'esprit de milice, vous voyez, ça aussi, dans peu de pays, vous avez cet esprit de milice aussi développé. En France, vous êtes chargé de mission, c'est quelque chose d'important, vous avez tous les avantages de toutes sortes, vous êtes rémunéré pour faire un dossier sur un sujet donné. Ben, chez nous, tout est bénévole. Si tout va bien, on vous paye le train pour aller à Berne, par exemple. Mais vous êtes, et je trouve ça bien, c'est comme moi en tant que prof d'Uni, certains ne savent pas que dans la charge de prof d'Uni, il existe une clause qui dit que nous devons être au service du public aussi. Je trouve ça très bien. On a des comptes à rendre. Vous avez des chercheurs qui n'interviennent jamais au niveau public. Alors ensuite, la modestie du faste, vous voyez, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Imaginez en France, quand vous voyez ce train de l'État, ces moyens gigantesques, chaque ministre a un chauffeur, a une voiture, a des appartements. Il faut comprendre qu'il faut lutter pour que ça continue, parce qu'évidemment, une fois que vous avez un poste donné, vous estimez que vous avez droit à toutes sortes de choses. Mais je me souviens, une fois, j'ai été invité à faire une conférence dans le domaine de la formation militaire à l'école militaire de Paris. Et j'ai pris le train et j'avais largement le temps. J'ai évidemment pris de l'avance. Et bien, vous aviez à la gare de Lyon une voiture, une limousine qui attendait les phares déjà allumés et une personne qui venait me chercher, me conduire. J'étais au moins 1 heure à l'avance et on a grillé tous les feux rouges pour aller à l'endroit où je devais faire ma conférence. Inimaginable en Suisse, mais c'est très bien que ce ne soit pas ainsi. Petite anecdote, j'avais écrit un article dans le Figaro, ce qui était déjà pas mal que ce soit accepté, et
j'avais expliqué en quoi, mais évidemment de manière bien plus courte que maintenant, en quoi consistait la démocratie directe. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait le président Chirac qui était intéressé par la démocratie directe. Et par le biais du député Mazot, président du Conseil constitutionnel autrefois, il m'avait dit d'aller le voir et de convenir que j'allais faire un rapport pour le présenter à Chirac, qui était prêt. Vous voyez, il avait un côté quand même populaire, disons, on pouvait penser ce qu'on voulait, mais il avait envisagé d'introduire quelques éléments de démocratie directe. Mais vous avez une ruée sur lui pour dire « qu'est-ce que c'est que ça ?» Mazot m'avait dit « mais enfin, vous ne vous rendez pas compte, on ne va pas voter tous les dimanches comme vous !» La trouille de la démocratie directe, la trouille du référendum. Vous voyez la difficulté qu'il y a en France, où alors on met un nombre incroyable de signatures, et j'aurais dû, ça pour ceux qui sont à Berne, vous pourrez vérifier, j'aurais dû présenter, j'avais fait un texte au président Chirac, c'était sympathique comme tout. Et au dernier moment, ça a été annulé, c'était simplement le chef de cabinet, parce qu'il y avait des Suisses institutionnels. J'ai appris ça une année plus tard par un ambassadeur qui me l'avait dit, que l'ambassade trouvait qu'il n'y avait pas de raison à ce qu'un professeur soit reçu par le président, alors qu'ils ont toutes les peines du monde à voir le président dans la mesure où ils peuvent le voir. Mais voilà, au moins, il y avait là un intérêt, sans comprendre exactement jusqu'où pouvait aller la démocratie directe. Et je voulais en rappeler, disons, vivifier et concrétiser ce système que nous avons l'impression parfois de considérer comme quelque chose d'assez abstrait, pratique, certes, mais de comprendre à quel point il y a là des éléments fondamentaux, vitaux pour la Suisse, et que c'est d'autant plus grave, évidemment, que de les mettre en cause, de trahir certains de ces éléments essentiels qui font que la Suisse est encore la Suisse. Parce qu'il y aurait quand même eu pas mal de raisons pour qu'il y ait bien davantage de conflits. J'ai une admiration sans borne. Je me demande comment ceux qui ont inventé ce système ont pu penser à tous ces aspects. Je ne sais pas s'ils y ont pensé, mais ils étaient en tout cas philosophiquement et politiquement convaincus que la démocratie, c'était, non pas seulement après le plus mauvais système, vous voyez, le genre, qu'il y avait là un système qui permettait de résoudre un très grand nombre de problèmes. Et je crois qu'effectivement, nous aurions bien plus de conflits sans ce système. Alors, une première chose, vous voyez, j'ai dit qu'on se moquait un peu de notre consensus, notre pragmatisme, la disposition à trouver des solutions. Capital, ça, le pragmatisme. On recherche des solutions. On discute jusqu'à ce qu'on trouve des solutions. Ça, c'est le modèle de base. Mais maintenant, je pense qu'on est en train d'aller dans une direction où si vous voulez, cette disposition à discuter, à délibérer, fait place de plus en plus à ce que j'appelle le fanatisme idéologique, tout simplement. Il y a un vrai fanatisme. Il y a toutes sortes de groupuscules qui se permettent l'action directe, qui embêtent, je ne vais pas dire emmerde, qui embêtent, mais des milliers de gens en bloquant un pont, ils se croient tout permis. Ça, c'est du fanatisme idéologique, totalement à l'opposé de la personnalité de base politique suisse, où les choses reposent sur la délibération, la discussion. C'est clair, ça prend du temps. Oui, ça prend beaucoup de temps. Les processus de consultation prennent beaucoup de temps, mais c'est le résultat, finalement, qui compte. Eh bien, on ne tient aucun compte, et vous voyez ça de plus en plus. Il y a un autre phénomène, d'ailleurs, voyez-vous. Ça, c'est le côté fanatisme idéologique. Alors qu'on justifie toujours les actions trop lentes, vous voyez. Ici, je pense que vous aussi, que des pays entiers, des foules entières,
se mettent à genoux devant une adolescente malade. Parole à l'ONU, appelée partout, à genoux devant une adolescente malade. Mais vous vous dites, mais où allons-nous? Où allons-nous? C'est pas ça le type de modèle que je souhaite. Vous vous dites, mais comment c'est possible? Alors bien sûr, vous avez maintenant un des sujets évidemment clés qui apparaît, c'est les médias. Vous avez quand même une caractéristique qui est aussi totalement à l'opposé de ce que je viens de dire, du modèle que je viens de dire. Ces groupements minoritaires de toutes sortes, eh bien, ont un avantage extraordinaire, c'est que les médias leur courent après. La moindre petite manifestation, ça vous ne voyez pas du tout dans certains pays, hein, la moindre action symbolique d'un groupement minoritaire qui pense qu'il a la vérité absolue, qu'il faut absolument agir dans les 24 heures dans le sens de ce qu'ils veulent, eh bien, les médias leur donnent une dimension, une aura extraordinaire. Ce couple, minorité active, voire fanatique, plus médias, c'est évidemment à l'opposé du modèle que j'ai essayé de vous décrire très rapidement. Alors, ça c'est quand même, si vous voulez, un point qu'il me semble qui est à retenir. Vous avez, alors, en Suisse, vous avez ces médias, on a des médias institutionnels, on n'a pas de vraie concurrence médiatique. Alors on dira que ce n'est pas possible, que le pays est trop petit, que chaque région doit avoir son média. Mais comme ils sont tous à peu près sur la même longueur d'onde, nous sommes dans une situation de sous-développement médiatique, c'est clair et net. Et c'est particulièrement évident en Suisse romande. En Suisse alémanique, vous avez une vraie diversité. Vous avez plusieurs journaux, disons-le, de droite, mais qui sont très ouverts. La Weltwoche n'est pas du tout une espèce d'officine réactionnaire. Vous avez de la culture, vous avez une ouverture à tous les courants. C'est vraiment une réalité plurielle existe. Ce que les médias nous ont dit tout le temps, quand il s'agissait de les soutenir, n'est-ce pas, plus d'argent, l'aide aux médias. Eh bien, vous savez, c'est un miracle que l'aide aux médias ait été refusée. Mais ça montre qu'il y a espoir, que ça vaut la peine d'agir. Parce qu'il y a une propagande extraordinaire. Les médias disant tous les jours, on est là, sans nous, ça ne marchera pas, une démocratie ne peut pas vivre sans nous. Nous sommes évidemment pluralistes, divers, tolérants, voilà. Oh, de qualité, ça va de soi aussi, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez, c'est remarquable que le peuple suisse ait dit non. Ça ne va pas du tout de soi. Ça montre qu'il y a quand même une conscience politique. On se plaint toujours. Quand je vais à l'étranger aussi souvent, on me dit « Oui, mais il y a quand même chez vous une forte abstention. » Je dis « Oui, mais quand les problèmes sont importants, le taux de participation augmente très vite. Quand les enjeux sont importants, il n'est pas nécessaire que tout le monde vote tout le temps à chaque votation. On va, parfois, il y en a qui le font, c'est très bien. Et donc, l'idée que, étant donné qu'il y a l'abstention, il faut changer le système. Je vous signale aussi que par rapport à la démocratie directe, à l'initiative populaire, au référendum, à un moment donné, j'ai appris, et voyez, là, on arrive de nouveau à une entorse, à un viol de la démocratie directe. Il y a, je ne sais pas si ça existe toujours, il y avait un groupe à la chancellerie fédérale qui devait réfléchir comment, c'était dit un peu autrement, comment limiter la démocratie directe, comment rendre plus difficile les initiatives populaires, augmenter le nombre de signatures, rendre plus facile l'invalidation d'une initiative. On trouve toujours des raisons. Mais vous voyez, le fait qu'au sommet de l'État, on se dit il faut limiter cette démocratie directe. Beaucoup de gens ne savent pas ça, qu'il y a ce genre de groupe de travail, que ça existe au niveau des recherches, je ne sais pas par où. Oui, non, au niveau politique central. Ça veut dire que ça serait tellement pratique que
les initiatives qui nous sont proposées aillent toujours dans le sens des autorités et soient approuvées. Eh bien, pour l'instant, ce qui est formidable, c'est que le peuple, parfois, sait dire non. Je voudrais prendre encore un ou deux autres exemples qui seraient de nouveau un travestissement du modèle politique. Vous avez depuis quelques années, c'est drôle, mais ça vient toujours des socialistes, vous avez depuis quelques années des gens qui disent que, étant donné que les villes jouent un rôle capital en Suisse, au niveau économique, culturel, social, il faudrait que ces villes aient un certain nombre de sièges au Conseil des États. Vous vous rendez compte? Ça accentuerait l'opposition ville-campagne, évidemment. Mais ces gens sont dans leur univers, n'est-ce pas? Ils ont raison, par définition, leur vision progressiste, socialiste, woke maintenant, évidemment, doit s'imposer à tout le monde. Donc on va jusqu'à vouloir changer le système institutionnel, vouloir des représentants des villes. Maintenant, j'aimerais que vous essayiez de faire attention à ce qui va se passer ces prochains temps. Un autre exemple, c'est les expositions nationales. Il va y avoir en principe une exposition nationale en 2027. Il y en a une qui devait avoir lieu en 2001. Elle a été reportée d'une année. J'avais été invité par la chancellerie à l'époque de faire un texte sur ce que je ferais. J'étais invité à une ou deux réunions quand ça se préparait. Et là, les artistes, les metteurs en scène pensaient qu'il fallait faire un truc. Et puis ensuite, vous vous souvenez, tout doit disparaître. Hein, tout doit disparaître. Comme certains artistes qui font exploser un cigare, je ne sais quoi, à un endroit donné. Eh bien, évidemment, que mon projet a été très vite, on l'a pas retenu, quoi, même pas un aspect. Il fallait se faire plaisir. Cela avec 1 ou 2 milliards. Et en ce moment, ce qui se passe, restez bien attentifs, il se passe le phénomène suivant, c'est que très vite, en 2027, on a le temps, il y a déjà de cela une année, se prépare un projet des 10 plus grandes villes de Suisse. Et dans leur présentation, ils utilisent tous les éléments du système politique, ça sera diversifié, tout le monde pourra participer, etc., etc. Et c'est un pur, si vous voulez, c'est une pure tromperie. Ce qu'ils veulent, c'est imposer le mode de vie urbain à tout le monde. Et c'est très subtil, c'est très indirect. Mais ils ont compris, ces gens-là ont compris. Et l'initiative, il y a plusieurs projets déjà, heureusement. Ces gens-là ont compris qu'il y avait là un gros fromage. Ça sera 1 ou 2 milliards à se partager. Autant se servir et préparer comme on le fait régulièrement. Donc voilà un exemple, si vous voulez, où une petite minorité, n'est-ce pas, et en plus très marquée idéologiquement et politiquement, veut s'accaparer un phénomène aussi important qu'une exposition nationale, qui peut être quelque chose de formidable. Mais là, ça devrait être participatif. Il ne faudrait pas que ce soit juste je suis désolé, quelques personnalités de gauche, le maire, la maire de Zurich, celui de Berne, etc., etc., ils se sont dit, là, ça va être l'occasion de développer la vision urbaine, progressiste, tout ce que vous voulez. Beaucoup de gens ne voient pas que c'est ça qui est en train de se passer. C'est un exemple, encore une fois, retenez-le. Alors, il y a aussi comme exemple intéressant et qu'il faut retenir, comme quoi ça vaut la peine de se battre et surtout d'aller voter, évidemment. Et plus encore, vous avez plusieurs initiatives populaires qui ont été, à la grande surprise, acceptées. Prenons l'exemple des minarets. Les sondages, c'était très drôle, les sondages sous-estimaient complètement, évidemment, eh bien, l'interdiction des minarets a été acceptée par le peuple suisse. C'est un exemple. Vous avez compris, délibérément, je montrais qu'il y a des cas, et récemment d'ailleurs, l'interdiction de se dissimuler le visage, soit la burqa évidemment aussi. Oh,
quelle horreur! Ça a été accepté, le monde entier dira qu'on est xénophobe, raciste, tout ce que vous voulez. Eh bien, le peuple suisse s'en fout et vote comme il pense. Sur certains sujets, il y en a d'autres qui sont peut-être plus subtils, où on se rend moins compte. Maintenant, dans les débats, si vous voulez, il y a quand même une chose qui n'est pas normale du tout. Dans une grande partie des débats politiques, à la télévision, dans les médias, vous avez, c'est connu, le monde journalistique est très fortement progressiste, à gauche. Alors on me dit, mais c'est pas vrai, il y a un peu de tout. Alors je dis, citez-moi des journalistes de droite. Attendez voir, ils n'en trouvent pas. Bon, ça ne veut pas dire que c'est le 100%, mais quand même, ça va tellement de soi que le monde journalistique est progressiste, n'est-ce pas? Mais malgré tout, il représente, voyons, le bien public. Ils savent mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Ça, c'est certain. Alors, dans ce domaine-là, vous avez, moi je trouve ça insupportable, vous avez des débats où vous avez, s'il y a 4-5 personnes, vous avez une qu'on pourrait qualifier de droite et les 3 ou 4 autres qui sont progressistes. Et le journaliste, en plus, met mal à l'aise le seul de droite, l'interrompt. Observez cela, observez cela. Mais c'est inacceptable, on doit protester, on ne doit pas admettre ça. Alors moi, j'ai fait plusieurs articles où je disais qu'il y avait une solution, c'était que les forces de droite, réellement de droite, la vraie droite, ceux qui ont vraiment des idées de droite, mais ça ne veut pas dire qu'on est borné, ça veut tout simplement dire qu'on respecte certaines traditions démocratiques fondamentales et qu'on est attaché au pays, qu'on est patriote et qu'on ne se moque pas de l'attachement au pays. Donc là, moi j'avais dit à plusieurs reprises, ce qui serait intéressant, ça serait d'arriver à boycotter certaines émissions, certains médias, par les gens de droite. Ah, on me disait non, on ne peut quand même pas, on a besoin d'aller. J'ai dit, mais vous verrez, ça va être un choc salutaire. Si vous commencez à dire, exemple, on pense tous évidemment à l'UDC, si l'UDC dit, dorénavant, on se fout de nous, on nous méprise, on ne nous laisse pas la parole, eh bien, on va boycotter telle et telle émission. Les gens ont de la peine à croire que ça peut avoir une espèce d'électrochoc. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on en arrive là. Et, oh, surprise, vous avez eu un premier événement de ce genre, je ne sais pas si vous l'avez vu, en Suisse alémanique, à la fameuse émission Arena. Vous avez le journaliste qui anime cette émission, qui s'en est pris, évidemment, vous devinez à qui? C'est un UDC, voyons. C'était quelqu'un de remarquable qui aurait voulu être au Conseil fédéral. Je pense qu'il n'y arrivera jamais. Il est beaucoup trop, n'est-ce pas, à droite pour la gauche de la gauche, évidemment, surtout. Eh bien, le journaliste lui dit, vos propos, vous avez tenu des propos qui sont racistes. Et il dit, mais pas du tout. Ils sont racistes, Punkt, Schluss. Je me suis renseigné chez les juristes, etc. Punkt, Schluss, vous êtes racistes. Et là, ils ont décidé qu'ils allaient boycotter l'émission. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 1 semaine, 10 jours, grande négociation, et vous verrez, vous allez déjà sentir quelques changements. Mais la base reste là, je veux dire. Mais ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas tout se permettre quand même. Et vous devinez, si je prends l'exemple des médias, les médias, aujourd'hui, ne sont plus le 4e pouvoir. Ils sont très souvent le 1er pouvoir. Par leur capacité d'influence, ils sont souvent le 1er pouvoir. Vous savez, quand vous faites des émissions avant une initiative, vous faites des émissions régulièrement, tout le temps, hein, pour, mine de rien, orienter les choses dans un certain sens, ça finit par avoir de l'effet. Donc, fondamentalement, moi, j'ai dirigé un master en communication média. Je ne suis pas du tout hostile aux médias, mais ce que je veux, c'est un vrai pluralisme, une vraie diversité. Et alors, la difficulté d'arriver à cela, et ce monde est tellement déjà formaté, parce que ça commence à l'école. Ensuite, vous avez des écoles de journalisme
en France, la plupart sont très orientés à gauche, du genre comme Mediapart, quoi. Et ensuite, à l'université, ben là, dans les sciences sociales et humaines surtout, vous avez une surproportion, mais c'est un euphémisme, une surproportion. Un prof de droite, aujourd'hui, pour dire les choses abruptement, ne peut plus être nommé dans certaines disciplines comme la sociologie et autres. J'y étais, j'étais seul, mais disons, ça ne me gênait pas du tout. Mais je savais qu'une fois parti, ça ne serait pas quelqu'un comme moi qui serait nommé. Ça, je le savais clairement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut s'en prendre aux médias, mais là où c'est plus accepté, c'est quand vous prenez des exemples concrets d'une émission, d'un article, où on a orienté idéologiquement les choses. Vous prenez des exemples concrets, voire citer un journaliste. Là, je veux dire, avant, j'étais très souvent, quand je dis avant, c'était avant de créer le site en 2012, j'étais très souvent invité dans les médias, sur des sujets divers, il fallait qu'il y ait un peu un contrepoids. Bah, depuis, c'est fini, terminé. Plus invité, parce qu'on a analysé des émissions en détail. Il y a même une chose que je peux dire sans problème. J'avais, dans une conférence en Valais, à Martigny, j'avais dit, vous savez, il ne faut pas croire, en télévision, reportages. Et il y a des reportages. Et j'ai reçu quelques jours après une lettre. On va devoir aller en justice, etc. Je dis, écoutez, avec un immense plaisir, j'ai répondu, voici 2 autres émissions que vous avez. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Mais c'est pas bien vu, vous voyez, il y a bien des politiques qui craignent un peu le monde journalistique quand même, ils pensent qu'ils ne vont plus être invités s'ils commencent à critiquer. Mais regardez quand même, le boycott, c'est pas mal. Encore une fois, ce n'est pas par haine des médias, on veut un vrai pluralisme, une vraie diversité. Et maintenant, encore un petit exemple, vous avez maintenant, depuis quelque temps, un hochet chez les journalistes. C'est les fake news. Les fake news. Ah, les fake news. Mais vous savez, je voulais prendre des exemples concrets pour vous montrer que je ne racontais pas d'histoire. Alors, les fake news. Vous savez, évidemment, j'ai eu l'honneur, avec le site Les Observateurs, d'être scanné de A à Z par les fact-checkers du Monde, de Libération, d'un groupe à New York, NewsGuard. C'est pas... Et puis alors on dit un site qui publie parfois des informations non vérifiées. Vous voyez, c'est juste pour discréditer un média. Eh bien, jamais un exemple concret. Jamais un exemple concret. Nous avons publié et repris 90 000 articles en 10 ans. Et j'avais aussi une fois fait une conférence en Valais, la même chose. Je leur dis, donnez-moi un exemple concret où c'était une fake news. Fake news, ça devient, si vous voulez, c'est le grand bouc émissaire, maintenant des difficultés des médias. Si les médias ont des difficultés, c'est qu'il y a trop de fake news, les réseaux, c'est terrible, il faut lutter là contre, il faut légiférer, l'Union européenne s'y met, tout le monde s'y met, bien sûr que ça existe. Mais à ce moment-là, la recommandation est très simple. Les gens ne sont pas idiots. Il suffit, quand vous avez un article, une émission sur un sujet, de le comparer à d'autres articles. Et vous regardez, vous voyez tout de suite apparaître le travestissement idéologique dans certains cas. Alors, les fake news, maintenant vous avez des journalistes qui vont jusqu'à aller dans les écoles pour apprendre aux élèves dès le plus jeune âge à reconnaître les fake news. À reconnaître, là, hein. En gros, c'est la désinformation. Mais jamais ils ne font l'exercice que je viens de dire,
de comparer leurs articles avec des articles d'autres médias sur le même sujet. C'est ça qu'il faudrait faire. Bien sûr qu'on trouve toujours quelques fake news à gauche, à droite, mais vous voyez, cet acharnement, c'est assez intéressant, cet acharnement des journalistes sur les fake news en disant... Et puis alors, ça devient un moyen de justification. Vous voyez, nous, c'est absolument vital que nous soyons là. C'est nous la qualité, c'est nous la diversité. Et il y a ce monde des fake news qu'il faut bloquer définitivement. Je caricature un petit peu, mais vous avez parfaitement compris. Mais ça devient le grand bouc émissaire des difficultés du journalisme et des médias. Ça, c'est sûr. Alors, j'ai quand même relevé 2 citations. J'ai les articles complets. Je vais bien sûr pas vous les lire. Mais vous avez là... Tiens, c'est un socialiste. Je crois qu'il est à Yverdon, président de l'exécutif, Pierre Desmontet, qu'on entend tout le temps évidemment à la télévision. Alors il y a ceux qui ont des abonnements à la télévision. Hein. Il y a des gens que vous entendez toutes les semaines. Mais regardez combien il y a de gens, excusez-moi, de droite, qui sont invités toutes les semaines, tout le temps, dans toutes les émissions. Le sommet, c'est évidemment... qui maintenant apparaît absolument partout, donne des cours, etc. Je rappelle, elle n'a pas du tout apprécié, qu'elle a fait partie du conseil d'administration de l'Open Society de Soros. Oui, c'est établi. Maintenant, ça a été biffé, elle a disparu, mais elle a fait partie. J'avais dit à son cousin, parce que quand même, quand on vient un peu de la région, on a comme ça des moments où on a de la tendresse parfois. J'ai dit, dis à ta cousine qu'elle se retire de ce truc parce que ça va devenir très grave. Puis depuis, on ne voit plus son nom. Mais Soros est un grand... Il ne faut quand même pas l'oublier. Il a une influence énorme avec 14 milliards qu'il a donnés. Il subventionne tout ce qui est justement woke, progressiste, toutes les petites minorités, tous les petits, justement, qui procèdent par fanatisme idéologique, qui sont dans cet univers-là. Il finance tout ça. 14 milliards qui sont redistribués. Mais ce George Soros était, quand il était jeune avec son père en Hongrie, il aidait son père à dépouiller, attesté, admis. Il l'a même admis lui-même. Il a dit que c'était une belle époque, qui était intéressante. Et voilà, c'est ce genre de personnes. Vous voyez, avec 14 milliards, vous allez loin. Et puis ça, c'est simplement sa dernière subvention. Hein. Il arrose, par exemple, en Hongrie, il a tout essayé. Dans certains pays, il a tout essayé pour faire chuter des gouvernements dits conservateurs, contre Orban et contre d'autres. Et vous savez, ça, il faudrait étudier de près. Mais il y a des relais. Il y a des gens qui ont l'argent, qui ensuite sont chargés de le distribuer là. À la fin, vous ne voyez plus du tout d'où vient l'argent. Mais il y a par exemple un groupe. Alors là, c'est magnifique. Tout à l'heure, je citais ces groupements, mais il y en a d'autres. De nouveau, médias et minorités. Vous avez maintenant des groupements qui se constituent, qui voulaient appuyer des candidats au Conseil national progressistes. Alors il y avait la fameuse opération, comment il s'appelle, opération Libéraux et Forhaus et tous ces groupes-là. Mais vous savez, ce qui est intéressant, ces groupes-là, très minoritaires, récemment, Opération Libéraux a reçu 400 000 francs. C'est pas mal, hein? Et on ne dit pas d'où vient l'argent. Refus de dire d'où ça vient. Mystérieux, mais ça, c'est une chose. Mais ça veut dire qu'ils arrivent à engager 5-10 personnes et qui militent pour des causes toujours progressistes. Et, de nouveau, les médias, c'est toujours comme ça. Les médias, vous avez, je pense que c'est encore plus le cas en Suisse alémanique malgré tout, eh bien, vous avez souvent à la tête de ces mouvements, excusez-moi, mais des gens très présentables, qui sont, n'est-ce pas, adéquates pour les médias, et qui ont la même place qu'un grand parti politique dans les émissions. Observez cela. Des gens qui ne représentent rien, ce n'est pas ça la légitimité démocratique.
c'est un système d'idées toujours dans le même sens, progressiste. Évidemment, ils s'en foutent complètement de la Suisse, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit de faire avancer leur cause. Mais ils ont leur place dans une émission reconnue, que ce soit Arena, que ce soit les émissions politiques. Ils ont une place sur 4. Et l'UDC a une place aussi, si tout va bien. Puis le reste, c'est la gauche. Ça veut dire qu'ils ont... Vous voyez, ça, c'est plus... Tout peut être discuté par tous. C'est la volonté d'imposer un certain point de vue par tous les moyens possibles. Et ils ont compris que le canal essentiel, c'est les médias. Et les médias marchent dans la combine. C'est pour ça que là, il y a de nouveau une initiative qui est lancée. Payer 200 francs au lieu de 335. J'ai reçu aujourd'hui l'annonce. Il y a déjà 10 000 personnes qui ont signé. Je l'ai mis sur le site. Je vous encourage vivement à signer cela. C'est évidemment une façon de... Ah, vous l'avez. Très bien. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Je l'ai mis sur le site. Voilà, donc, vous voyez, c'est, comment dire, c'est presque David contre Goliath. Mais on sait que David, parfois, l'emporte. On a eu la preuve. Alors là, le jour où il y a, je le répète plusieurs fois, le jour où il y a une vraie diversité, une vraie pluralité, moi, je n'ai plus de raison de tenir ce discours. Mais on en est vraiment très loin. Et tout va dans ce sens. Je disais tout à l'heure, ça commence dans l'éducation au niveau le plus bas. Ensuite, vous avez une école de journalisme. Vous retrouvez toujours les gens de même orientation. Edwy Plenel, trotskiste, de gauche, fanatique, est invité dans cette école de journalisme, n'est-ce pas? Ça va de soi. Et ensuite, vous retrouvez les mêmes personnes au niveau du conseil de la presse, vous voyez, qui doit se déterminer quand il y a des protestations. Donc, c'est un monde, vraiment, qui va tout dans le même sens. Changer cela, ce n'est pas évident, mais déjà, le montrer, c'est capital. Et dans certains cas, le boycott sera certainement très intéressant. Alors, à propos des fake news, ce président d'Yverdon, Pierre Desmontais, a dit ceci: les fake news, ce cancer insidieux de la démocratie. Et les quelques... Bien sûr qu'il y a des cas d'informations douteuses, mais les gens savent vérifier, ils savent comparer. Mais vous voyez, pour qu'une pleine page dans le Dimanche Matin, avec ce titre-là, hein, et puis vous avez un autre grand responsable, Jean-Jacques Rode pour ne pas le nommer, le 7/1/2018, dans le Matin Dimanche, la chasse aux fake news, voilà l'urgence. Oui, cette obsession sur les fake news, on a envie de leur dire, mais travaillez, faites des recherches, faites des investigations. Jamais d'exemple concret. Jamais d'exemple concret. Vous voyez, ce monde un peu surréaliste, vous vous dites que j'exagère peut-être, mais pas du tout. Ce sont des grands responsables. Et le Matin Dimanche, ben voilà. Là, j'ai fait un petit truc, un aperçu anthropologique récemment. Je trouve extraordinaire qu'en Suisse romande, le dimanche, on a un seul journal qui fait presque 1 kilo, qui coûte 5 francs. Voilà à quoi on est réduit. Ça, c'est le pluralisme, c'est la diversité, c'est la qualité. Alors que, à la tête de ces journaux, vous avez tous ces, n'est-ce pas, ces personnes qui sont adeptes de tous ces groupements woke et autres. Eh bien, ce que je trouve extraordinaire, pour montrer que vraiment, qu'on nous chante le pluralisme après ça, ils vous diront « mais tout le monde a accès, tu parles ». Ils refusent systématiquement certaines choses. Eh bien, vous trouvez, si vous regardez, certainement vous avez vu ça, le dimanche matin dans les tea-rooms, dans les restaurants, les cafés, ça coûte cher, 5 francs. Vous avez des gens qui attendent le moment de vite prendre le journal pour ne pas devoir le payer, puis ils boivent le café, mais ils ont raison de ne pas vouloir payer 5 francs pour un journal comme ça. Mais vous voyez, c'est terrible d'être soumis à ça. Si vous voulez un journal le dimanche, vous payez 5 francs. Et de nouveau, bien sûr, c'est orienté
dans un sens bien déterminé. Mais je trouve à la fois, c'est sympathique quand même le dimanche matin d'aller boire un café avec des copains et tout ça, mais ce qui est drôle, c'est que vous avez des gens qui attendent une demi-heure, 3/4 d'heure jusqu'à ce qu'un exemplaire soit libre. Et voilà ce qu'on a comme information. C'est bien sûr la diversité, la pluralité idéale. Alors, je pense que vous aussi, vous aimeriez un petit peu intervenir. Je voudrais juste peut-être encore illustrer 2 thèmes. L'immigration. En Suisse, je vais essayer d'aller très vite. Sur l'immigration, depuis les années 60-70, nous avons eu une vingtaine de votations populaires en lien avec l'immigration. Que ce soit, alors les sujets, je les ai, oui. Dans les années 60-70, c'était la surpopulation étrangère. La quantité, il y avait trop d'immigrés pour certains. Il fallait réduire. Initiative Schwarzenbach, 1970. Le projet, c'était de réduire de 15 à 10%. À cette époque-là, 60-70, il ne faut pas oublier, la Suisse avait effectivement entre 15 et 16% d'immigrés déjà en Suisse. Très bien, ok. Certains ont trouvé que c'était trop. Mais dans d'autres pays, il n'y avait qu'à cette époque-là 3 à 4%. France, Allemagne, etc. De ce point de vue-là, il y avait une inquiétude. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ça a été un des premiers moments où vous avez eu, je l'assume, une propagande, une désinformation incroyable. Et dans le monde entier, évidemment, ça a été repris, ce que les journaux suisses disaient. La Suisse devient xénophobe, raciste, quelle honte! Et les journaux internationaux reprenaient et disaient on va expulser des centaines de milliers d'étrangers qui vont devoir partir. On a foutu la trouille à bien des gens. Eh bien, tout ça n'était que mensonge, tromperie. Bien sûr, on a fait des films en prenant quelques cas extrêmes de quelqu'un qui disait sa détestation de tel ou tel immigré. En réalité, si cette initiative n'a pas été acceptée de justesse, si elle avait été acceptée, aucun immigré aurait dû quitter la Suisse. Aucun immigré aurait dû quitter la Suisse. À cette époque-là, 60 000 immigrés arrivaient chaque année en Suisse. Il aurait suffi, pendant quelques années, de diminuer le nombre d'entrées et de n'expulser personne. Mais ça, il y avait des scénarios qu'on avait présentés, mais ça, on n'en parlait pas. C'était l'occasion de montrer combien la Suisse était xénophobe et raciste, n'est-ce pas? Et vous avez aussi dans le même sens, des enquêteurs. Non, ils ont un titre à l'ONU, experts. Quel est le titre exact? Non, c'est encore un autre terme. Bref, spécialistes envoyés par l'ONU dans différents pays, évidemment en Suisse, c'était urgent. Et ça, la première fois, c'était un bonhomme par ailleurs sympathique. Ça ne s'invente pas, il s'appelait Doudou Dienne, africain. Et c'est un Africain qui m'avait invité à Neuchâtel, il m'avait dit « Venez, si vous voulez, s'il vous plaît, faire un débat avec lui, parce que voilà, moi je trouve qu'il exagère ce qu'il dit sur la Suisse. » Je dis « Ok, je viens. » Donc ce qu'il avait fait, en 2-3 jours, il avait été voir quelques, si vous voulez, associations groupusculaires, pro-immigrés, qui évidemment détestaient la Suisse, racistes, xénophobes. Il avait fait son rapport, une vague inquiétante de racisme déferle sur la Suisse. Et je lui ai dit, cher monsieur, est-ce que vous vous rendez compte qu'en disant cela, vous allez créer un mouvement de révolte dans la population et d'hostilité? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire que vous accusez injustement tout un peuple xénophobe, raciste, qui a une vraie vague qui déferle sur la Suisse de racisme? Et il me répond,
Ah oui, écoutez, oui, je n'ai pas pensé à cet aspect, en fait. Mais je vous suggère qu'on en débatte. Je reviens pour débattre avec vous. Vous devinez que, bien sûr, il n'y a jamais eu de débat. Mais ils font comme ça, ils vont, vous voyez, il faut surtout s'attaquer à un pays comme la Suisse, c'est bon, ça. Et notre gouvernement, à l'époque, n'a pas du tout protesté. Ils ont dit qu'ils allaient améliorer, n'est-ce pas? On a créé la commission fédérale, n'est-ce pas? Commission fédérale contre le racisme, il y a la commission fédérale pour les étrangers, il y a la commission fédérale contre le racisme. Inutile de dire que la grande majorité des membres sont de gauche, n'est-ce pas? Sont de gauche et approuvent. Mais alors, vous voyez, ce que j'aimerais dire, c'est que, à force d'attaquer tout le temps comme ça, sur certains points, la Suisse, ça affaiblit. L'objectif, c'est de faire douter la population de son identité, de son attachement au pays. On finit par perdre confiance. Est-ce qu'on est vraiment tous des racistes? C'est cet effet implicite au niveau de la réception. Et ça, c'est une chose, s'il y en a une qui me semble vraiment très importante, c'est celle-là. Ce qu'on produit, et c'est la même chose avec la naturalisation. Il y a eu, en tout cas, une douzaine d'initiatives populaires allant toujours dans le sens d'une facilitation de plus en plus marquée. Et puis, maintenant, on en est. Le Conseil fédéral vient de dire qu'il n'en voulait pas. Vous avez certains professionnels, n'est-ce pas, de la défense, on pourrait dire de l'annulation des exigences pour la naturalisation. Or, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Il n'y a pas besoin d'être réactionnaire, tout ce que vous voulez, d'extrême droite, ou je ne sais quoi, même si évidemment, tout de suite, on dit cela. C'est capital que, dans les cas d'immigration, de naturalisation, il y ait une identification au pays auquel vous voulez adhérer, dans lequel vous êtes. Et tout le temps, on essaye d'affaiblir, de diminuer les critères. Moi, je me souviens, dans les années 80 encore, quelqu'un payait jusqu'à 10 000 francs pour être naturalisé. Quelle horreur! Aujourd'hui, il faut que ce soit gratuit. On doit donner par la poste, je pense, envoyer la naturalisation. La naturalisation est quelque chose de symboliquement très important par rapport à l'identité d'un pays, avec les caractéristiques que j'ai signalées au départ. Ce n'est pas par hasard. Si ces caractéristiques sont explicitées, ça suppose qu'on s'identifie, qu'on se rend compte du privilège que ça représente de pouvoir participer à un tel système. Le pire, c'est évidemment le droit du sol. Mais voyez les effets, par exemple en France, les effets du droit du sol. C'est effrayant. Vous obtenez, vous voyez, vous naissez, puis ensuite vous êtes très vite français. Sans que vous ayez, à la limite, je prends un cas extrême, sans que vous ayez aucune identification à la France. Au contraire, vous êtes entraîné à dénigrer, à vous opposer à un pays. Pour moi, la naturalisation doit être quelque chose d'exigeant en fonction de ce que je viens de dire, et je vais même plus loin. Oh horreur! Il devrait exister une naturalisation à l'essai. Après un certain nombre d'années, on confirme. Alors, il y a une anecdote ici qui est assez intéressante. J'avais dans un article, j'avais dit, mais il y a une chose de bizarre, c'est que Tariq Ramadan dit toujours « je suis suisse, je suis suisse, je suis suisse, je suis suisse ». Et moi, j'ai dit « je ne vois pas ce qu'il y a de suisse chez lui ». Et quelqu'un m'a envoyé un truc qu'il avait mis sur son Facebook où il disait que je voulais qu'on lui enlève la naturalisation. Ce n'était pas vrai. Et il ajoutait « on verra d'ici quelques années qui aura honte de l'un de nous deux par rapport à la Suisse ». Avec ce qui a suivi, vous voyez, la réponse est déjà donnée, mais il ne s'attendait pas à ça. Bon, voilà un exemple. Alors, je pense que vous vous dites qu'une interruption, une pause sera bienvenue. J'aurais voulu encore, à propos de racisme, vous citer un collègue que je connais depuis très longtemps, que j'apprécie beaucoup,
au lieu de vous faire un long développement sur le racisme. Mais c'est des sujets, vous voyez, c'est des sujets tellement importants. Et il y a des gens qui vivent là-dessus. Bien sûr que ça existe. Mais vous savez, c'est de nouveau un phénomène où, du jour après jour, on culpabilise la population. Racisme, 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 racisme. Il y a eu tant d'événements racistes. Ça désoriente. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter là contre. Mais cette espèce, oui, ce fanatisme idéologique qui revient sur un thème comme celui-là. Alors, le collègue sur le racisme. Vous savez, maintenant, aujourd'hui, c'est plus le racisme seulement. C'est le racisme institutionnel, c'est le racisme structurel, le racisme systémique. Et le racisme anti-blanc, évidemment, n'existe pas. Il n'existe pas. Ça va de soi. On ne peut pas être... ça n'existe pas. Alors, André Taguieff, il s'agit d'André Taguieff. Voilà ce qu'il dit. Les notions de racisme institutionnel, racisme structurel et racisme systémique dérivent de la définition antiraciste. Il y a un effet Larsen. Est-ce que je suis trop près ou trop loin? Trop près. D'accord. Dérivent de la définition antiracisme du racisme fabriqué par des militants afro-américains révolutionnaires à la fin des années 60. Selon ce mouvement, ces termes ne seraient pas l'expression d'une conceptualisation du racisme, mais une arme symbolique qui consiste à réduire le racisme au racisme blanc, censé être inhérent à la société blanche ou à la domination blanche, celle-ci étant la seule forme de domination raciale reconnue et dénoncée par les néo-antiracistes. Ce nouvel antiracisme recourt à des catégories raciales pour se définir, blancs, noirs, les blancs sont, ce qui crée un antiracisme racialiste, voire raciste, authentique. L'Occident, qui est ainsi essentialisé et démonisé en tant que raciste, devient l'objet principal d'une haine sans limite. Voilà les effets qu'engendrent ces accusations systématiques et constantes. Et André Taguieff n'est pas du tout quelqu'un de très marqué idéologiquement. C'est quelqu'un qui fait des recherches toute sa vie. L'été, il ne va pas se baigner, il a les volets fermés, il travaille. Remarquable, fondamental. Alors, conclusion. Réveillons-nous, affirmons-nous, cessons de nous laisser culpabiliser, vilipender, traiter de racistes, de réactionnaires, de populistes, d'extrême droite, et surtout, déconstruisons les déconstructeurs, woke et autres. Continuons à lutter pour déconstruire les déconstructeurs. Luttons pour rassembler les forces patriotiques et souverainistes, car nous ne sommes pas des pauvres pécheurs et refusons donc d'être constamment réduits à des coupables éternels qui devraient expier tous nos méfaits quotidiens en permanence. Je vous remercie.